Bonjour tout le monde et merci d'être présent aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour cette session consacrée à la programmatique. Avant de commencer, je nous présente rapidement. Moi, c'est Yo. Je suis Managing Partner chez Programmats et je suis principalement responsable du développement des relations clients. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Sophie, notre Head of Media, et Thomas, Account Strategist Trading. Yo. Voilà, voilà. Quelques informations pratiques avant de commencer. Le webinaire va durer plus ou moins 45 minutes avec une session des questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à de les dropper dans le chat pendant toute la session. Et bien sûr, le replay sera partagé après l'événement. L'objectif d'aujourd'hui est vraiment de démystifier la programmatique parce qu'on entend encore énormément d'idées reçues sur le sujet. Et souvent, ces raccourcis empêchent les agences d'exploiter tout le potentiel réel de la programmatique. Voici rapidement l'agenda de notre session d'aujourd'hui. Moi, je vais commencer par une courte introduction sur Programmats et sur notre activité Programmats Trading. Et ensuite, Sophie et Thomas vont structurer cette présentation autour de plusieurs idées reçues que nous entendons très souvent sur le marché. Et à chaque fois, l'idée sera de comprendre pourquoi cette perception existe, ce qui se passe réellement dans le marché et surtout comment les agences peuvent utiliser la programmatique de manière beaucoup plus stratégique aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Programmat, c'est un partenaire indépendant et spécialisé dans les technologies médias, la data et la programmatique. Et nous accompagnons à la fois des agences et des marques, des annonceurs, dans plusieurs pays, dans plusieurs marchés européens. Notre positionnement est assez particulier parce que nous sommes totalement indépendants des grands groupes médias et des plateformes. Et cela nous permet d'avoir une approche beaucoup plus neutre et beaucoup plus orientée besoins clients. Aujourd'hui, la programmatique devient de plus en plus complexe. Comme vous savez, il y a énormément de plateformes, de formats, de signaux, de données, d'automatisation et d'inventaires différents. Notre rôle est justement d'aider nos clients à orchestrer cette complexité de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, nous travaillons avec plus de 120 clients actifs dans plus de 15 pays. Et donc, nous accompagnons des agences indépendantes, des groupes médias, mais aussi des annonceurs qui souhaitent structurer ou internaliser une partie de leurs activités programmatiques. En total, nous gérons plus de 80 millions d'euros d'investissement médias par an. Et cette diversité de clients et de marchés nous donne une vision très large des usages actuels de la programmatique. C'est aussi ce qui nourrit énormément notre vision du marché et des évolutions à venir. Chez Programmat, nous avons principalement 3 grandes activités. La première, c'est le licensing. À gauche, vous voyez le licensing. Concrètement, nous donnons accès aux principales plateformes programmatiques du marché comme DV360, la DSP de Google, la DSP d'Amazon et Displace, une DSP
créé pour faire du digital out of home. Mais surtout, nous accompagnons les équipes avec du support, de la formation, du conseil stratégique et de l'accompagnement opérationnel. Le deuxième pilier, c'est Programmatic Trading. Et c'est principalement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Avec Trading, nous accompagnons les agences avec un service de gestion programmatique entièrement en marque blanche. Et enfin, nous avons également une activité consulting autour de la stratégie média, de la data et des technologies marketing. Notre modèle nous permet d'avoir une vision très complète de l'écosystème programmatique. Entrons maintenant un peu plus concrètement dans Programmatic Trading. Pourquoi est-ce que nous avons développé cette activité? C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'agences veulent proposer de la programmatique à leurs clients, mais sans devoir immédiatement construire toute une équipe trading en interne. La réalité du marché, c'est que la programmatique demande beaucoup de compétences. Ça demande la maîtrise des plateformes, le setup, la stratégie, la donnée, la brand safety, l'optimisation, la mesure et toute la partie opérationnelle. Et ce n'est pas toujours évident à internaliser rapidement. L'idée de Programmatic Trading est donc de permettre aux agences d'accéder immédiatement à cette expertise. L'approche de Programmatic Trading est relativement simple. Nous permettons aux agences d'accéder à des campagnes programmatiques avancées de manière rapide, flexible et entièrement en marque blanche. Notre approche repose essentiellement sur 3 grands piliers. Le premier, c'est la stratégie et le paramétrage. Nous travaillons avec vos équipes, avec les équipes des agences, pour construire des stratégies programmatiques adaptées aux vrais objectifs business des clients. Cela inclut le ciblage, la sélection des inventaires, la structuration des campagnes, la data et l'orchestration des formats. Le deuxième pilier, c'est l'optimisation et le reporting. Nos équipes suivent les campagnes en continu avec des optimisations régulières et des reportings détaillés que les agences peuvent directement partager à leurs clients. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'intégration marque blanche, white label. Donc, tout est réalisé à votre nom, au nom de l'agence, les livrables, les reportings, la communication, et nous opérons vraiment comme une extension de vos équipes. Maintenant que le contexte est posé, nous allons pouvoir entrer dans la première idée reçue. Donc, je vais passer la parole à toi, Thomas. Merci, Yo. Donc, comme expliqué, on va aborder en fait un peu des idées reçues. Donc, des misconceptions que les gens ont en programmatique, en fait, souvent qui sont fondées ou pas. Donc, la première idée reçue, c'est que quand on parle de programmatique, beaucoup de personnes pensent encore directement à du display peu qualitatif diffusé un peu partout sur le web. Et honnêtement, c'est une perception qui ne vient pas de nulle part, parce que pendant longtemps, la programmatique, ça a surtout été visible via du display en open auction. Donc, le raccourci a pu s'installer naturellement. Ensuite, donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi cette perception existe encore aujourd'hui. Donc, la première, c'est simplement le fait que la programmatique est toujours encore beaucoup activée à travers du display. Donc, ça reste un canal qui est très présent et donc on a tendance à le résumer la programmatique au display. Et aussi la comparaison historique avec des achats directs qui sont un peu plus premium. Donc, cette notion que la programmatique serait un peu cheap,
du display chip, ça vient aussi du fait que les agences fonctionnent souvent beaucoup avec des régies, donc à travers des deals garantis qui vont garantir de la diffusion sur un inventaire spécifique qui peut souvent paraître comme plus qualitatif. Il y a aussi le fait que le display est le format le plus visible au quotidien. Si on va sur un univers, par exemple, de site web, très probablement, vous allez voir des bannières display. Donc ça illustre aussi un peu ce raccourci. Et enfin, beaucoup de personnes n'ont simplement pas de visibilité sur toutes les possibilités, tous les autres environnements qui sont aujourd'hui activables en programmatique. Donc c'est vrai que le display est un peu le format, on va dire, top of mind lorsqu'on pense à la programmatique. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la publicité programmatique? En fait, le point important ici, c'est que la programmatique, c'est pas un format. Donc là, c'est juste un rappel, c'est la programmatique, c'est vraiment techniquement avant tout une manière d'acheter et d'orchestrer des campagnes. Et donc ça change un peu la manière de voir les choses et ça permet de voir plus loin que juste le display. Parce qu'à partir du moment où on parle d'un mode d'achat, on peut comprendre que ça couvre différents environnements. Et justement, donc là, on va aujourd'hui parler des formats et des inventaires qui sont disponibles. Parce que là, comme on l'a dit, la programmatique ne se limite pas au display classique. On retrouve énormément de formats et d'inventaires activables au sein d'une même stratégie. Donc, voici un peu quelques formats qui sont disponibles. Donc, peut-être le plus classique, comme on l'a dit, c'est le display et le native. Donc, ça va être les publicités sur site web, par exemple. On pense à des sites de news. Et typiquement, c'est aussi un peu ce qu'on va retrouver à travers les régies, à travers des deals. Donc, ça va être de la diffusion sur tous ces écosystèmes-là à travers des formats display et native qui sont un peu plus classiques. Mais ce n'est pas que cela. Ça va être aussi des publicités en vidéo, par exemple, ou en CTV. Donc, la vidéo, ça peut être sur ces mêmes inventaires que les inventaires display classiques. Donc, ça peut être de la vidéo in-stream ou in-article. Mais on peut avoir aussi de la CTV. Et donc là aussi, on a différents inventaires. On peut avoir de la BVOD, donc à travers des inventaires plutôt comme MyTF1 ou si vous êtes belge, Ovio. Ou on peut avoir aussi de la vidéo sur des inventaires streaming. Donc là, ça va être du Netflix, du Disney+, HBO Max, Prime Video. Donc des inventaires qui sont aussi assez premium et qui sont apparus récemment sur le marché, qui sont disponibles en programmatique. Mais des fois aussi, il y a des inventaires auxquels on ne pense pas souvent. Par exemple, les fournisseurs de télé connectés, typiquement Samsung, ça va être aussi un fournisseur de programmatique, en quelque sorte. On peut avoir tout l'inventaire sur les télé Samsung, les télé Philips. On peut aussi avoir des inventaires vidéo sur tout ce qui est Twitch, YouTube. Donc, il y a vraiment pas mal d'inventaires disponibles dans cette catégorie-là. D'autres inventaires disponibles aussi, on n'y pense pas souvent, mais il y a tout ce qui est audio. Donc là, en audio, il y a l'audio lors de streaming de musique, donc sur des plateformes comme Spotify, Deezer, SoundCloud, mais aussi tout l'audio qui est sur des radios online, typiquement Énergie ou des radios comme Tarmac pour les Belges, encore une fois, ou France Inter. Et il y a aussi cet univers de podcast qui est hors radio, hors musique, mais vraiment pendant des lectures de podcasts, on peut aussi être présent en programmatique. Et pour finir, il y a aussi l'environnement un peu, je dirais, dans la vraie vie. Donc, c'est tout ce qui est DOH, affichage digital. Et donc là, ça va être des panneaux type JC Deco ou alors à travers du retail média, donc dans des magasins Carrefour ou dans des salles de sport avec des panneaux Basic Fit. Donc, en fait, ça renforce cette idée que la programmatique, c'est un mode d'achat qui permet de faire quasiment tout, 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 tout. Et donc, il faut juste savoir quoi faire. Donc, comment la programmatique est réellement utilisée? Donc, au final, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui sont déjà faites, mais qui peuvent être séparées en régie. Mais en fait, à travers la programmatique, l'idée qui est intéressante, c'est de pouvoir piloter efficacement toutes ces campagnes ensemble. L'idée, c'est pas forcément de remplacer les approches que vous avez actuellement, mais plutôt d'orchestrer ces activations au sein d'un même écosystème. Par exemple, vous pouvez déjà avoir un deal que vous faites avec une régie. En fait, vous achetez déjà un inventaire, mais l'idée, c'est qu'en programmatique, on peut combiner toutes ces stratégies que vous avez déjà avec des inventaires spécifiques au sein d'un même outil. Donc là, on ne va pas se concentrer, par exemple, juste sur du Netflix, mais on pourrait faire du Netflix, du Disney+, du Prime Video, et ensuite optimiser, en fait, et voir ce qui est réellement le plus pertinent pour vous, et pas être bloqué à un seul inventaire,
mais plutôt à une logique de campagne et de performance. Donc la vraie question, c'est moins quel format utiliser, mais davantage comment connecter intelligemment tous ces différents formats et points de contact. Donc ce qu'il faut retenir, donc si on devrait résumer cette première idée reçue, en fait, c'est que la programmatique, déjà tout simplement, on l'a dit, mais c'est bien de le répéter, c'est pas un format, c'est vraiment un mode d'achat. Et que le display n'est qu'une partie d'un écosystème qui est beaucoup, beaucoup plus large. Et là, on a parlé un peu des formats que nous activons, mais en fait, la programmatique, ça pourrait aussi être du SEA, ça pourrait aussi être du social, donc c'est vraiment un mode d'achat. Et que la qualité, donc la problématique, c'est pas du display chip, mais la qualité va surtout dépendre du setup et des inventaires et de la stratégie en fait qu'il y a derrière toute cette diffusion. Et la vraie force aujourd'hui, c'est d'avoir une logique multi-format et donc de penser plus à l'orchestration globale qu'un un inventaire spécifique ou un canal spécifique. Je vais laisser la parole à Sophie pour le deuxième point maintenant. Super, merci Thomas. Donc la deuxième idée reçue qu'on a souvent au regard de la programmatique, c'est OK, je peux faire du multiformat, mais potentiellement, je peux aussi perdre le contrôle en programmatique. Et ça, c'est la deuxième idée reçue qu'on voit aujourd'hui. Et donc, commençons par mettre des mots sur ce sentiment de perte de contrôle. Pourquoi est-ce qu'il est si présent? C'est en fait le résultat de 4 facteurs clés selon nous. Un, c'est le contraste avec l'achat direct. En direct, l'emplacement il est identifiable, presque physique, et c'est assez rassurant pour tous les acheteurs et pour toutes les agences. Il y a aussi la programmatique qui peut donner en fait cette image d'effet boîte noire. L'automatisation peut donner l'impression que les décisions nous échappent. Le troisième facteur, c'est la masse d'inventaire, comme vous a montré Thomas plus tôt. Diffusé partout à la fois rend parfois la lecture moins immédiate. On a l'impression de diluer son message. Et le quatrième et dernier facteur de cette deuxième idée reçue, c'est l'invisibilité des verrous, comme on les appelle. Donc, comme on ne voit pas les mécanismes de contrôle qu'on met en place en temps réel, on finit par douter de mais cette peur vient d'une confusion. On confond souvent microgestion et pilotage de campagne. Pour dépasser ce frein, il faut d'abord changer de logiciel. Passer au programmatique, c'est pas renoncer au contrôle, c'est changer sa nature. En achat direct, vous contrôlez l'emplacement, donc le contenant. En programmatique, nous pilotons la diffusion globale, c'est-à-dire le résultat. L'intérêt majeur de la programmatique, c'est de passer d'une gestion manuelle et figée à un pilotage dynamique basé sur la donnée. Grâce à la vision consolidée de vos campagnes, on ne regarde plus des petits silos isolés, on regarde l'efficacité de l'ensemble de votre écosystème média. En d'autres termes, on ne lâche pas le volant, on se dote d'un tableau de bord bien plus performant que de l'achat en direct. Ensuite, concrètement, de quoi est composé ce tableau de bord? Quels sont les leviers que nous actionnons pour garantir cette maîtrise dont nous venons de parler? Il y a en fait 5 piliers dans notre pilotage. Le premier, c'est la sélection des inventaires. On choisit précisément le terrain de jeu de l'open web aux deals premium qui sont réservés. Le deuxième, c'est le whitelist et le blacklist, ou la carte de diffusion. C'est le contrôle chirurgical de ce que l'on autorise ou exclut d'office de nos campagnes. Le troisième, c'est la brand safety. La brand safety, c'est en fait la garantie que votre marque ne sera jamais associée à un contenu inapproprié. Le quatrième, c'est le ciblage contextuel et l'audience. C'est s'assurer en fait qu'on parle à la bonne personne dans le bon environnement. Et le dernier, c'est le contrôle de la fréquence. C'est la maîtrise de la pression publicitaire pour éviter de lasser l'utilisateur. Ce sont ces leviers qui transforment la technologie en un instrument de précision. Pour bien comprendre comment on opère pour vous, je vous propose de plonger dans le détail de chacun de ces points. Et donc, le premier point ici, le premier levier de contrôle qu'on a et que nous activons pour répondre à la question « Où vont mes publicités ?», c'est ce qu'on appelle le placement targeting. Comme on l'a déjà évoqué, la peur de l'agence est souvent de se retrouver sur des sites sans valeur. Ici, nous faisons l'inverse. Nous reprenons la main en sélectionnant manuellement des environnements de haute qualité. Regardez les exemples que vous voyez sur l'écran. Sur votre audience, si votre audience, par exemple, consomme de l'information économique ou généraliste, on peut très bien cibler spécifiquement des titres comme Le Soir, Trends, etc.
Si nous voulons toucher l'utilisateur dans un moment de divertissement ou d'écoute active, nous activons des placements, par exemple sur Spotify ou sur Twitch. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons 3 niveaux de granularité. Les URL spécifiques. On liste les domaines exacts sur lesquels nous acceptons de diffuser. Les apps mobiles, on sélectionne les applications qui correspondent au standing de la marque. Et aussi également les chaînes YouTube. Nous ne diffusons pas, par exemple, sur tout YouTube, mais sur des chaînes dont le contenu est audité et validé en amont. Et le bénéfice, c'est que vous obtenez la qualité de l'achat direct, cette fameuse réassurance dont nous parlions depuis le début, mais avec la puissance d'optimisation de la programmatique. Si un site, par exemple premium, ne délivre pas les résultats escomptés, nous pouvons pivoter en un clic ce qu'un bon de commande classique ne le permet pas. Mais au-delà de choisir le nom du site, nous pouvons aller encore plus loin dans la précision en analysant le contenu même de la page. C'est ce qu'on appelle le ciblage contextuel. Si le placement targeting nous permet de choisir le site, le ciblage contextuel nous permet de choisir l'article précis. Pourquoi est-ce un levier de contrôle majeur ? Parce qu'il nous permet de placer votre message là où l'esprit de l'utilisateur est déjà réceptif à votre marque, à votre thématique, à vos produits. Regardez ces 2 exemples concrets que vous voyez ici. À gauche, on a un article qui traite des conseils financiers ou d'investissement et l'algorithme va analyser les mots-clés de la page en temps réel. Si votre client, si votre annonceur est une banque ou une solution de gestion de patrimoine, c'est l'endroit idéal pour diffuser. L'utilisateur est déjà dans une démarche de réflexion sur son argent. Et à droite, nous sommes sur un contenu plus lifestyle ou mode. C'est l'environnement parfait pour une marque de retail ou de cosmétiques. Ce qu'il faut retenir pour vos clients, c'est 1, la pertinence immédiate. On ne cible pas seulement une personne, mais on cible un moment de lecture. La brand safety par le sens, on choisit des contextes positifs, on s'assure que ce soit sain. Et l'avenir aussi sans cookies. C'est une solution extrêmement puissante dans un monde où la donnée personnelle est de plus en plus protégée, car elle ne repose pas sur l'historique de l'utilisateur, mais sur ce que l'utilisateur est en train de lire maintenant. Pour cela, ça signifie que nous pouvons aller chercher de la performance sur une multitude de sites, même ceux auxquels on n'aurait pas pensé en achat direct, tant que le contenu de l'article est en phase avec votre produit. Mais le contrôle, c'est pas seulement choisir où l'on veut être, c'est aussi définir avec une précision chirurgicale là où on ne veut surtout pas être. Et c'est, en fait, tout l'enjeu de la brand safety. Et donc, pour protéger l'image de nos clients, nous activons 3 premiers niveaux de sécurité avant même que l'enchère ne soit lancée. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les Digital Content Labels. C'est le classement par maturité de contenu. C'est notre premier filtre, exactement comme les classifications que vous avez au cinéma. Nous excluons par défaut les inventaires qui ne correspondent pas à la maturité de l'audience. Exemple concret, pour un jouet spécifique, nous paramétrons la campagne en mode G, qui est le mode général. On garantit ainsi que la publicité ne côtoie jamais un contenu au langage trop complexe ou au thème inadapté aux plus jeunes. Le deuxième filtre de brand safety, c'est le filtre d'actualité ou les filtres sensitifs. Ici, on bloque l'apparition des publicités face à 16 catégories dites sensibles, typiquement la tragédie, les contenus qui parlent de guerre, de conflits, etc. Et donc, par exemple, imaginez une campagne aérienne pour une compagnie aérienne. En activant ce filtre, on évite que sa bannière promotionnelle s'affiche juste à côté d'un article traitant d'un incident technique majeur. C'est la protection ultime contre le mauvais timing qui peut détruire une image de marque en un seul clic. Le troisième niveau de contrôle, c'est ce qu'on appelle le contrôle sur mesure, les blacklists ou les cartes de diffusion. C'est notre levier le plus direct. On décide explicitement quels sites ou chaînes YouTube sont autorisés ou interdits. Par exemple, pour une marque de luxe, nous créons une whitelist regroupant uniquement des domaines premium comme Vogue ou Le Monde, par exemple. À l'inverse, si nous voyons qu'une application de jeu mobile génère du trafic inutile, elle part immédiatement en blacklist pour pouvoir protéger et optimiser chaque euro du budget. Nous ne subissons du coup pas l'inventaire, nous le filtrons de manière rigoureuse. Et ces 3 niveaux sont les fondations, mais pour une sécurité que nous on appelle haute couture, nous ajoutons encore 3 couches de contrôle supplémentaires qui sont les suivants.
L'exclusion par mots-clés, c'est ici que nous personnalisons la sécurité selon l'ADN de la marque. On ne se contente plus de catégories générales, on descend à un niveau plus sémantique, plus granulaire. Par exemple, une marque d'eau minérale voudra impérativement éviter d'apparaître dans un article qui mentionne la pollution des nappes phréatiques ou les microplastiques. En isolant ces mots-clés, nous rendons la marque invisible dans des contextes qui sont dits anxiogènes. Le cinquième, c'est l'exclusion par catégorie thématique. Ici, on utilise l'intelligence pour exclure des pans entiers du web qui n'ont aucune affinité avec le produit. Par exemple, un logiciel de gestion d'entreprise pour du B2B n'a aucune valeur ajoutée à s'afficher sur des sites de jeux vidéo ou de jeux de hasard. En fermant ces catégories, en les excluant, on s'assure que votre message reste dans un environnement professionnel, ce qui maximise également la mémorisation et le sérieux de la marque. Et enfin, le dernier contrôle, c'est ce qu'on appelle la vérification par des tierces. C'est sans doute aussi l'argument le plus rassurant que vous pouvez donner à vos clients, car on intègre nativement des arbitres indépendants comme IAS ou Double Verify. Et pourquoi c'est crucial? Ces outils ne nous croient pas sur parole. Ils auditent la diffusion en temps réel pour garantir 3 choses. Que le site est réellement safe, que la publicité a bien été vue par un humain et qu'il ne s'agit pas de trafic généré par des robots. Donc, chaque euro investi est protégé par une technologie propriétaire et également validé par un tierce neutre. Maintenant qu'on a vu comment sécuriser l'endroit et le contexte, il nous reste un dernier levier de contrôle fondamental pour l'image de marque, c'est s'assurer qu'on ne sature pas l'utilisateur par une présence trop répétitive. Et donc, c'est un point crucial aussi pour rassurer vos clients sur la gestion de leur image de marque. C'est ce qu'on appelle la lutte contre la saturation publicitaire. En achat direct, vous n'avez aucune visibilité globale. Si vous achetez sur 3 sites différents, un utilisateur peut voir votre publicité 15 fois sans que vous ne puissiez l'empêcher. C'est ce qu'on appelle la surexposition et pour une marque, cela peut vite être perçu comme du harcèlement. La force du pilotage centralisé en programmatique via un seul et même outil, c'est ce qu'on appelle le capping cross-device et cross-inventaire. Il permet la reconnaissance unifiée. Donc, si on fixe une limite de 3 expositions par semaine, notre outil est capable de reconnaître l'utilisateur, qu'il soit sur son smartphone le matin, sur son ordinateur au bureau ou sur sa TV connectée le soir. Et ça permet aussi une optimisation budgétaire. Une fois ce quota de 3 impressions atteint sur un seul et même utilisateur par semaine, l'outil stoppe immédiatement la diffusion pour cet individu et réalloue automatiquement le budget pour aller chercher un nouveau prospect. Et donc, ça permet un bénéfice stratégique, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus seulement où l'on diffuse, mais on maîtrise aussi la pression réelle exercée sur chaque individu. Maîtriser la fréquence, c'est passer d'une diffusion aveugle à une stratégie qu'on appelle de reach intelligent. On ne cherche pas à être vu partout et tout le temps, on cherche à être vu juste assez pour convaincre sans jamais lasser. C'est l'assurance pour vous d'optimiser chaque centime du budget pour vos annonceurs. Et maîtriser la répétition pour ne pas laisser l'utilisateur est une chose, mais encore faut-il s'assurer que cet utilisateur fasse partie de votre cœur de cible. Et ça, c'est le dernier levier de notre tableau de bord, le ciblage par liste d'audience. Et donc, pour répondre à la question « à qui s'adresse-t-on réellement ?», nous disposons de 3 types de données que nous combinons pour un contrôle total. Le premier type de données, c'est vos propres données, donc c'est la first party data. Et c'est, selon nous, un des leviers les plus puissants. Nous pouvons cibler les personnes qui ont déjà visité votre site ou interagi avec votre marque. C'est le contrôle absolu sur le funnel de conversion. On ne parle qu'à ceux qui ont déjà montré un intérêt concret pour la marque. Le deuxième levier, au niveau des données, c'est les données d'intention et d'intérêt. Ici, on utilise la puissance des algorithmes pour identifier des profils qui sont en phase d'achat, par exemple. Et si nous vendons typiquement des voitures, nous pouvons cibler spécifiquement des in-market audiences qui effectuent activement des recherches sur le secteur automobile, en ce moment même. Troisième type de ciblage, c'est le ciblage démographique précis. On filtre par âge, par genre, par zone géographique pour s'assurer que le message ne sort pas du cadre défini de notre stratégie marketing.
Et pourquoi c'est un gain de contrôle majeur? Eh bien, en achat direct, on achète souvent une audience moyenne, les lecteurs d'un magazine par exemple. En programmatique, on ne diffuse que si l'utilisateur correspond exactement à ces critères. Si un internaute visite un site premium mais qu'il ne fait pas partie de notre cible, on n'enrichit pas. Nous économisons ainsi notre budget pour le concentrer uniquement sur les profils à forte valeur ajoutée. Et donc, pour conclure cette deuxième idée reçue, le contrôle ne disparaît pas, il se déplace. Nous ne cherchons plus à savoir si nous sommes sur la page 3 d'un site précis, mais nous avons désormais la certitude que le message atteint la bonne personne au bon moment dans un contexte 100% sécurisé. Le contrôle est devenu qualitatif. Deuxièmement, le multi-inventaire devient une force. La diffusion sur des milliers de sites n'est plus une source d'opacité, c'est une opportunité de sortir des silos. C'est ce qui nous permet d'avoir cette vision consolidée et globale de votre performance que l'achat direct ne pourra jamais offrir. Troisième, c'est les leviers de maîtrise qui sont supérieurs, que ce soit via la brand safety ou le capping unifié. Nous disposons d'outils plus puissants que de l'achat classique. Nous ne subissons plus la répétition ou le mauvais contexte. Nous les pilotons pour protéger l'image de marque et supprimer le gaspillage budgétaire. Et enfin, la transparence, elle est totale. On parle souvent de boîte noire, mais la transparence est un choix qui dépend de la rigueur du setup et de notre pilotage. Notre rôle est précisément de transformer cette technologie complexe en un outil de précision pour vous. En résumé, faire de la programmatique aujourd'hui, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est au contraire monter en compétence sur le pilotage de la performance. Et maintenant que nous avons déconstruit ce mythe, je vais laisser la parole à Thomas pour s'attaquer à la troisième idée reçue sur la programmatique. Merci Sophie. Donc jusque-là, on a vu un peu tout ce qui était inventaire, format, et on a parlé du contrôle et du pilotage des campagnes. Mais il y a une autre perception qu'on retrouve aussi très souvent autour de la programmatique, ce serait l'idée qu'elle serait limitée à un seul rôle, en fait, dans la stratégie média. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai souvent entendu en agence que oui, mais la programmatique, c'est pour de l'awareness, ou au contraire, peut-être des annonceurs qui disent aux agences qu'ils voient la programmatique que comme pour du retargeting ou de la conversion. Et justement, il y a d'autres manières d'utiliser la programmatique, et la programmatique, au final, ce n'est pas que ça. Mais dans les deux cas, l'idée reçue, c'est qu'on la réduit à un seul rôle spécifique. Donc pourquoi on pense ça? En fait, c'est une perception qui vient souvent de la manière dont les campagnes sont organisées. Parce que très souvent, les activations sont branding ou performance et sont pensées séparément, en fait, sont pensées en silo. Donc les KPI, les équipes, parfois même les plateformes, tout fonctionne en silo des fois. Donc c'est compliqué d'avoir cette vision full funnel. Et on a aussi des logiques qui vont être héritées du SEA ou du social qui renforcent une vision en fait très orientée objectif unique. Là où par exemple en SEA, on va souvent être dans une phase plus basse du funnel. Là, on va essayer de capter de l'intention ou peut-être de la conversion. Et je pense qu'il y a aussi une manque de visibilité sur les possibilités full funnel de la programmatique. Donc, comme je le disais, en réalité, la programmatique, ça peut accompagner toutes les étapes du parcours utilisateur. On peut activer différents formats, différents KPI et différentes mécaniques selon les objectifs recherchés. Mais surtout, en fait, on peut connecter ces étapes entre elles, et c'est souvent là que la valeur devient intéressante. Vraiment les combinaisons entre branding et performance. Donc, nos petits funnels, on l'aime bien. Et donc là, c'est juste pour illustrer en gros que chaque étape du funnel peut être alimentée par des formats différents. Par exemple, là, on a la phase de notoriété où on peut avoir des formats qui sont CTV, DOH ou audio, qui sont typiquement des formats qui vont être beaucoup plus axés sur la notoriété avec des KPI de reach, d'impression et de VTR. Et donc ça, c'est vraiment pour ce haut du funnel. Mais on a aussi tout ce qui est considération avec des formats plutôt display, vidéo native, avec aussi des KPI adaptés, donc de CTR, d'engagement, de trafic. Et en fait, pour chaque phase, on peut appliquer différents éléments de la programmatique. Par exemple, la conversion, on va peut-être aller plus sur du display et du retargeting. On a la fidélisation, là où ça va vraiment jouer beaucoup plus sur des audiences first party déjà existantes du client, qu'on va essayer on va essayer d'aller réactiver. Donc en fait, chaque étape du funnel peut aller alimenter l'autre étape. Et donc justement, voici un peu des exemples d'orchestration concrète
qui montrent en fait la vraie force de la programmatique. Donc ça, c'est un peu des cas de figure qu'on applique souvent ou qui sont souvent utilisés. Et premièrement, on a typiquement tout ce qui est DOH avec du retargeting mobile. Donc on va aller prendre un canal qui est le DOH, qui est donc un canal généralement purement awareness, et on va rajouter de la valeur, si je peux dire ça comme ça. Donc par exemple, vos utilisateurs, enfin votre cible a vu un panneau DOH et on va aller capter un rayon autour de ce panneau qui prend tous les ID des personnes qui ont été exposées au panneau pour ensuite les retargeter avec un nouveau message, peut-être Drive to Store par exemple. Si vous êtes une chaîne de magasins, vous faites une promotion en magasin, mais vous pouvez très bien faire de l'affichage en extérieur et réutiliser cette audience qui est déjà exposée à votre message et la pousser à aller en magasin avec un message peut-être plus précis ou personnalisé sur mobile. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne très bien et qui montre la force de pouvoir utiliser ces différentes étapes du funnel. Après, on a des stratégies qui peuvent être peut-être plus simples ou plus évidentes, mais ça va être potentiellement du séquençage avec de la vidéo. Donc, essayer de raconter une histoire ou d'amener en fait cet utilisateur dans ces différentes phases du funnel. Donc, on peut faire une campagne de vidéo awareness sur des plateformes, par exemple, type Netflix, et retargeter les personnes qui ont vu la vidéo à un certain niveau et donc qui étaient engagées un minimum par ces vidéos avec un format plus direct, plus engageant en display. Et donc là aussi, on fait passer l'utilisateur dans ces différentes phases du funnel. Ou si c'est un objectif plus de conversion, ben là, on va avoir tout ce qui est du retargeting classique. Donc là, ça veut dire tirer profit de tout ce trafic qu'on a pu amener auparavant et aller le retargeter. Donc retargeter cette audience qui est déjà qualifiée en fait avec un format, avec un message purement conversion. Donc la logique, c'est pas d'utiliser un seul format ou une seule cible, une seule audience. C'est vraiment de penser en fait le funnel et de voir plus loin que juste des KPI simples, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir de ce point-là, c'est que la programmatique n'est pas limitée donc, à une seule étape du funnel. Elle permet vraiment de connecter toutes les différentes étapes et c'est vraiment là que la vraie valeur va se dégager, donc dans cette orchestration entre les différentes étapes plutôt que ces activations isolées. Et je laisse la parole à Sophie pour le dernier point. Top, merci Thomas pour ce tour d'horizon du funnel en programmatique. On voit donc que la programmatique, elle peut agir partout, mais cela aussi soulève une dernière question, en tout cas c'est la dernière question qu'on avait aujourd'hui et cette idée reçue, qui est si j'ai déjà un mix média qui tourne, pourquoi est-ce que je devrais y ajouter de la programmatique? Est-ce que c'est pas simplement du doublon? Et ça, c'est notre dernière idée reçue et sans doute celle qui touche le plus au nerf de la guerre, qui est l'allocation budgétaire. Et il est très fréquent d'entendre que la programmatique n'apporte rien de plus à une stratégie qui est déjà bien installée. Et pour être honnête, ce n'est pas une critique infondée, c'est le résultat d'une vision du marché qui a longtemps travaillé en silo. Voyons maintenant ensemble pourquoi ce sentiment est si ancré chez de nombreuses agences et annonceurs. Et donc, pourquoi est-ce que la programmatique n'apporte rien en tant qu'idée reçue est-il si présent aujourd'hui? C'est parce que nous avons pris l'habitude de piloter nos campagnes en silo avec des certitudes confortables, mais parfois limitées. Et ça repose en fait sur 4 idées reçues. Un, c'est l'omniprésence du SEA et du social. On dépense énormément sur Google et Meta, et comme ces plateformes sont très performantes, on finit par croire qu'elles suffisent à saturer le marché. Deuxième facteur, c'est le mirage de la couverture totale. Parce qu'on répond à l'intention sur le search et à l'affinité sur le social, on a l'impression d'avoir fait le tour de l'utilisateur. Troisième facteur, c'est le défi de l'incrémentalité ou de l'impact incrémental. Et c'est le point de friction majeur. On a du mal à prouver que cette vente n'aurait pas eu lieu sans la bannière programmatique. Et faute de mesures de causalité simples, on préfère la sécurité des canaux déjà connus. Et troisième facteur, c'est cette lecture en silo. On compare le retour sur investissement d'une bannière à celui d'un mot-clé intentionniste. C'est comparer en fait une affiche d'autoroute à un vendeur en magasin. Les deux sont vitaux, mais leurs fonctions sont incomparables. Mais ce constat oublie une réalité physique du web. 30 à 40% de la navigation se passe en dehors de ces walled gardens que sont Google et Meta. Et c'est là que notre engrenage intervient. Il est temps de changer de vision parce que la programmatique n'est pas un concurrent de vos leviers actuels, c'est le liant
qui complète l'intégralité du parcours client. Et j'aime bien cette petite image de l'engrenage parce que la programmatique, en fait, c'est la pièce centrale qui connecte tous vos efforts. Elle apporte 3 valeurs ajoutées uniques selon nous. Le premier, c'est le reach incrémental. Elle va chercher l'utilisateur où le social et le search s'arrêtent, sur l'open web, dans les podcasts, sur la TV connectée ou les sites de niche spécialisés. Elle s'assure qu'aucun point de contact n'est ignoré. Deuxième point, c'est l'orchestration des données. La programmatique permet de recycler vos données CRM pour nourrir vos autres canaux. Elle crée des ponts. Une interaction sur une bannière peut devenir le déclencheur d'une recherche Google plus qualifiée. Et troisièmement, le désilotage. Au lieu d'avoir des campagnes qui s'ignorent, nous créons une synergie. La programmatique travaille l'esprit de l'utilisateur en amont, rendant vos investissements SEA ou social beaucoup plus rentables grâce à une notoriété qui est déjà établie. On ne rajoute pas une couche de complexité, on installe le mécanisme qui manquait pour que votre mix média passe d'une addition de canaux à une véritable force de frappe coordonnée. Et maintenant qu'on a visualisé cet engrenage, voyons comment il se traduit concrètement sur le terrain. La programmatique n'est pas là pour remplacer vos leviers actuels, elle agit comme un véritable multiplicateur de force à travers 4 piliers stratégiques. Et donc, premier pilier, c'est l'extension du reach au-delà des canaux existants. Le premier rapport, c'est d'aller chercher ce que nous appelons le reach incrémental, comme on l'a vu tout à l'heure. Si vous utilisez uniquement le social et le search, vous vous limitez à des écosystèmes fermés. La programmatique ouvre les portes de l'open web, elle permet de toucher vos prospects là où les outils actuels n'y vont pas. Deuxième, c'est la présence sur des moments non couverts, en audio, en digital out of home, en connected TV. Elle permet aussi d'accompagner en fait l'utilisateur dans ses nouveaux usages quotidiens, que ce soit via un podcast le matin, sur des écrans digitaux, etc. Nous couvrons désormais des moments de vie qui étaient auparavant inaccessibles de manière automatisée. Il y a aussi la répétition du message. C'est ici que le contrôle de la fréquence, comme on l'a vu sur l'idée 2, dont nous avons parlé plus tôt, prend tout son sens. Nous ne nous contentons pas de diffuser le message. Nous pilotons sa répétition intelligente sur tous ces supports pour maximiser la mémorisation sans jamais atteindre le point de saturation. Et enfin, l'impact direct sur les performances des autres canaux. C'est sans doute le point le plus important pour les bilans. La programmatique nourrit vos autres leviers. Un utilisateur exposé à une campagne vidéo ou audio programmatique sera bien plus enclin à cliquer sur votre lien search ou sur votre publicité social. Nous ne travaillons plus en silo, nous créons un cercle vertueux où chaque canal profite de la puissance de l'autre. Et ce n'est pas une dépense supplémentaire, c'est l'investissement qui permet de rendre tout le reste de votre plan média beaucoup plus efficace. Et pour illustrer concrètement cette extension du reach et cette présence sur des moments non couverts pour vos leviers habituels, on peut se projeter dans la journée type de votre cible. Et c'est ici que la programmatique démontre toute sa capacité à ne laisser aucun angle mort dans votre mix média. Et donc, tout commence dès le matin. Pendant que votre prospect se rend au bureau, nous l'atteignons via le digital out of home, qui se retrouve dans les métros, dans les gares, sur les autoroutes, etc. Contrairement à l'affichage classique, on active ces écrans uniquement parce que nous savons que votre audience cible est présente dans cette zone à une heure précise. C'est le premier rouage de notre engrenage. 1 heure plus tard, lors de sa première pause café, votre utilisateur consulte l'actualité sur son smartphone. Ici, on n'est pas sur un réseau social fermé, mais sur l'open web, via des formats natifs, comme l'a pu démontrer Thomas tout à l'heure, où l'utilisateur passe un moment de consommation spécifique sur un site éditorial comme New York Times ou de la presse premium. On renforce du coup la mémorisation entamée plus tôt. Et à la mi-journée, l'utilisateur va passer sur un moment de consommation, par exemple audio, comme du Spotify. Et grâce à la programmatique, votre message s'insère dans sa playlist ou son podcast. On touche ici à un moment d'intimité et d'attention élevée que le search et le social ne peuvent pas forcément capter aussi efficacement. Enfin, la journée se termine pour le consommateur lambda. Il se retrouve sur son canapé à la maison avec du contenu en streaming sur de la TV connectée, par exemple. Et c'est l'étape ultime de l'amplification. On boucle la boucle sur le plus grand écran à la maison. Et donc, nous avons accompagné l'individu toute la journée sur 4 devices,
4 contextes différents, tout en gardant, comme nous l'avons vu plus tôt, un capping qui est unifié pour jamais le lasser. Et cette journée type nous montre que sans la programmatique, il y a des moments de silence radio dans votre communication. Pour conclure sur cette idée reçue que la programmatique, elle n'apporte rien de plus, j'aimerais fixer 5 points clés dans votre stratégie. La programmatique ne remplace pas les autres canaux, elle les renforce. C'est le point fondamental de cette présentation. Elle ne vient pas concurrencer votre budget social ou search, elle vient créer le lien, comme on l'a vu tout à l'heure, nécessaire pour que ces derniers soient plus performants grâce à une mémorisation en amont. Elle permet aussi de couvrir plus de points de contact dans le parcours média. Comme on l'a vu avec le Digital Out of Home ou la télé connectée, elle va chercher l'utilisateur là où les écosystèmes fermés s'arrêtent. Elle sature l'espace mental de votre cible de manière intelligente. De plus, elle n'est pas toujours le levier au meilleur CPA direct, mais elle soutient la conversion. Il ne faut pas la juger uniquement comme un canal de dernier clic. Le rôle de la programmatique est de nourrir le funnel. Elle travaille la considération pour que le moment venu, l'utilisateur convertisse via d'autres leviers avec un coût d'acquisition global réduit. Elle travaille aussi le top of mind et la répétition et la considération. Grâce au pilotage de la fréquence que j'évoquais plus tôt, nous installons votre marque durablement dans l'esprit du consommateur sans être intrusif. C'est ce travail de fond qui crée la pertinence de marque. Et enfin, elle connecte l'offline et l'online pour augmenter l'efficacité globale du mix média. En créant des ponts entre le monde physique, par exemple avec le digital out of home, et le monde digital avec le mobile, le desktop, la télé connectée, elle unifie votre discours. C'est plus une addition de campagne, c'est un écosystème cohérent. En résumé, la programmatique, c'est le carburant qui permet à votre mix média de passer à la vitesse supérieure. Et maintenant que nous avons déconstruit ces 4 mythes majeurs, je laisse la parole à Thomas pour conclure ce webinaire. Merci Sophie, c'était très intéressant. Et donc, finalement, ce qu'on peut voir avec ces différentes idées reçues, en fait, c'est que beaucoup de perceptions viennent souvent d'anciennes idées reçues, d'anciennes manières de voir ou de faire les choses en programmatique. Mais aujourd'hui, les possibilités sont beaucoup, beaucoup plus larges que ce qu'on faisait avant. Et surtout, on commence à raisonner en fait dans une logique globale plutôt qu'en format isolé. Et c'est ça qui vient vraiment donner la force à la programmatique. Et donc, pour résumer un peu les différents points qu'on a vus, la programmatique ne se résume pas au display chip. Comme on l'a vu, c'est un écosystème de formats et d'inventaire très très large qui permettent de faire tout ce qu'on veut. On ne perd pas le contrôle en programmatique. Aujourd'hui, la programmatique, ça se pilote différemment que des achats directs en régie. C'est juste qu'il faut savoir comment s'y prendre. Ce n'est pas limité à une étape du funnel, au contraire, ça peut accompagner tout le parcours utilisateur de la notoriété jusqu'à la conversion et à la fidélisation. Et je pense que ce dernier point, c'était un des points les plus importants que nous a présenté Sophie, c'est que ce n'est pas un levier isolé. Il ne faut pas voir la programmatique comme une partie de votre stratégie, mais à côté. C'est vraiment intégré au mix média que la programmatique prend vraiment sa force et renforce votre stratégie existante. Alors, la question aujourd'hui, c'est probablement plus de savoir si la programmatique doit remplacer les autres leviers. Donc ça, comme on l'a dit, ce n'est pas le cas. Mais vraiment de comprendre à quel moment elle devient pertinente dans une stratégie média. Et ça peut être à plusieurs moments. Par exemple, lorsqu'on cherche à étendre son reach. Donc, Sophie nous parlait du reach incrémental. Et là, c'est vraiment ça. Lorsqu'on veut structurer un parcours utilisateur plus cohérent ou connecter des activations entre elles. Et là, je pense par exemple, si vous faites déjà des canaux traditionnels offline, par exemple de la radio, vous pouvez très bien aller prendre ce reach qui vous manque avec du Spotify, par exemple. Ou vous faites de la télé classique, vous pouvez compléter cette activation avec des activations sur MyCanal+, par exemple, ou MyTF1. Il y a vraiment plein de possibilités. Et finalement, la programmatique, ça apporte surtout cette orchestration, cette vision globale et cet inventaire supplémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est donc la capacité à multiplier les points de contact pour votre cible précise et mieux orchestrer ses campagnes. Donc, ça renforce vraiment la complémentarité entre les différents leviers du mix média. Et ce qu'il faut retenir, donc, c'est que la valeur de la programmatique, ça vient pas d'un format isolé.
mais on en a parlé, on en reparle, mais je pense que c'est vraiment un point important. C'est cette vision globale qui a amené de la force. Ça vient de la stratégie, donc la manière dont on choisit ces leviers, parce qu'on a presque tout qui est disponible et c'est là que la stratégie va vraiment rapporter quelque chose en plus. Il faut trouver le levier adapté, ce qui va vraiment renforcer votre stratégie, où vos utilisateurs se trouvent, à quelle étape du funnel on est et comment lier tout ça. Et chaque point de contact va avoir un rôle différent dans le parcours de votre utilisateur et vont générer du reach, de la répétition, de la considération ou de la conversion. Et surtout, la programmatique ne doit pas être pensée à côté des activations déjà en place. Mais donc, l'idée à retenir, c'est que la programmatique, ce n'est pas un raccourci magique, mais c'est un levier d'orchestration. Et quand elle est bien intégrée dans le média mix, ça fonctionne très, très bien. Et donc là, on a vu un peu 4 idées reçues qui sont, j'ai envie de dire, génériques, mais qui sont encore très présentes. Et je serais vraiment curieux de savoir quelle idée reçue ou peut-être quelle conception de la programmatique vous avez de votre côté, ou si vous aimeriez peut-être qu'on aille plus en profondeur sur certains sujets, qu'on vous présente des business cases de stratégies qui fonctionnent très bien. Là, tout est possible. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat ou par après, par mail. On est là pour en parler. Et ça peut être le cas d'un deuxième webinaire éventuellement. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Et merci à Sophie et Yo pour cette présentation. Merci beaucoup, Sophie, Thomas, pour partager vos insights. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Je ne vois pas des questions dans le chat, donc j'imagine que tout a été présenté d'une manière très claire. Donc, je vous remercie à tous d'être présents aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter via tous les canaux. Si vous voulez tester le programmatique pour vos clients, donc nous sommes disponibles pour vous. Et voilà, je vous souhaite tous une belle journée et à très bientôt.